Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée économique qui est d'une puissance assez folle. C'est une idée qui vient carrément remettre en question l'un des plus grands piliers de notre vision du business. On va parler d'une théorie qui, vous allez voir, agit un peu comme de la dynamite. Et pour bien comprendre ça, on va commencer par du très concret, une histoire que tout le monde connaît, la relation pendant des années entre deux géants absolus de la tech, Apple et Intel. Au départ, le schéma était d'une simplicité enfantine. Pour ces ordinateurs, les fameux Mac, Apple ne fabriquait pas la pièce la plus importante, le cerveau de la machine, le processeur. Non, Apple allait tout simplement sur le marché et acheter aux meilleurs spécialistes de l'époque, Intel. Un acheteur, un vendeur. Simple, clair, efficace. Et franchement, ça se tenait, non? C'est même la base de l'économie de marché. On se concentre sur ce qu'on sait faire de mieux et on achète le reste à d'autres qui sont meilleurs que nous. Intel, c'était le leader incontesté, donc le choix semblait, évident. Sauf que, il y a eu un hic. Un grain de sable est venu se coincer dans cette belle mécanique. Le rythme d'innovation d'Intel a commencé à patiner. Apple, de son côté, voulait des ordinateurs toujours plus puissants, plus fins, plus économes. Et les puces d'Intel n'arrivaient tout simplement plus à suivre. Les retards technologiques s'accumulaient. Et là, pour Apple, la situation est devenue critique. Son propre calendrier de sortie de produits dépendait d'un fournisseur qui freinait ses ambitions. Et pire encore, ce même fournisseur équipait aussi ses concurrents directs. La dépendance était devenue un vrai poison, un risque stratégique énorme. Alors en 2020, la réponse d'Apple a été spectaculaire. Fini le marché, fini Intel, l'entreprise a décidé de tout reprendre en main, de concevoir de A à Z ses propres processeurs. C'est la naissance des fameuses puces Apple Silicon. Et c'est ça, la question centrale, la question à 1 million. Pourquoi est-ce qu'une entreprise renonce à la solution du marché qui semble si logique pour se lancer dans un projet aussi monstrueux, aussi complexe et coûteux? Eh bien, pour répondre à ça, il faut aller chercher la réponse dans une théorie économique qui est aussi puissante que méconnue, la théorie des coûts de transaction. C'est elle qui va nous éclairer. Tout part de cette question, posée en 1937 par un économiste du nom de Ronald Coase. Une question qui a l'air toute simple, mais qui est incroyablement profonde. Si le marché est si parfait pour tout organiser, pourquoi est-ce que les entreprises existent? Pourquoi on ne serait pas tous des indépendants qui s'échangent des services en permanence? Pourquoi créer ces grosses structures? Et la réponse de Coase est géniale. Il dit « Attention, utiliser le marché, ce n'est pas gratuit. Ça a un coût. Pas juste le prix du produit, non. Il y a des coûts cachés. Le temps qu'on passe à chercher le bon fournisseur, à négocier, à rédiger des contrats, à vérifier que le travail est bien fait. Tout ça, ce sont les coûts de transaction. Donc, le vrai choix, ce n'est pas entre quelque chose qui coûte et quelque chose de gratuit. C'est un arbitrage. D'un côté, utiliser le marché à ses coûts. La négo, les contrats, la surveillance. Mais de l'autre, faire les choses en interne, dans une entreprise, ça a aussi ses coûts. La bureaucratie, les lourdeurs, la coordination. Une entreprise choisit de faire elle-même quand les coûts du marché deviennent plus élevés que ses propres coûts d'organisation. Des décennies plus tard, un autre prix Nobel, Olivier Williamson, va encore plus loin. Il va enrichir cette théorie en ajoutant un ingrédient essentiel, le facteur humain. Williamson part de deux constats de bon sens. Le premier, notre rationalité est limitée. On ne peut pas tout prévoir. C'est impossible d'écrire un contrat qui imagine tous les scénarios futurs. Et le second, c'est l'opportunisme. C'est-à-dire qu'un partenaire, si l'occasion se présente, peut être tenté de profiter d'une situation imprévue pour servir ses propres intérêts. Et c'est quand on mélange ces deux facteurs humains avec trois conditions particulières que le marché devient interminé. 1. Quand les investissements sont très spécifiques, c'est-à-dire faits sur mesure et difficilement réutilisables. 2. Quand il y a une forte incertitude sur l'avenir, notamment technologique. Et 3. Quand les transactions sont fréquentes, c'est pas juste un achat unique. Quand on a ces trois ingrédients, le risque de se faire avoir, d'être bloqué, il explose. Et ça, c'était exactement la situation d'Apple avec Intel. Mais attention, tout faire soi-même, comme Apple, ce n'est pas la seule issue. Pour le voir, prenons un autre cas tout aussi parlant, Tesla et son besoin vital en batterie. Le problème de Tesla, au fond, était le même que celui d'Apple. Les batteries, c'est le cœur d'une voiture électrique. La technologie est ultra spécifique, elle évolue à toute vitesse, et il en faut des millions. Aller simplement les acheter sur le marché, c'était beaucoup, beaucoup trop risqué. Si on reprend notre grille d'analyse, on coche toutes les cases du danger. Des actifs spécifiques, une incertitude maximale et des transactions très fréquentes. La théorie nous dit donc que le marché est une très mauvaise idée pour Tesla. Mais au lieu de tout internaliser, Tesla a fait autre chose. Ils ont choisi une troisième voie, un hybride. Ils se sont associés avec Panasonic pour construire ensemble la fameuse Gigafactory.
Ils ont partagé les investissements, les risques, les bénéfices. Ce n'est ni le marché pur, ni l'entreprise pure. C'est un entre-deux, une solution que la théorie d'ailleurs prévoit parfaitement. Alors, qu'est-ce que toutes ces histoires nous apprennent au final? Elles nous montrent à quel point cette façon de penser est révolutionnaire. Cette théorie, ce n'est vraiment pas juste un concept pour universitaires. C'est une véritable dynamite intellectuelle. Elle vient faire sauter en l'air une idée reçue, un dogme presque religieux en économie, l'idée que le marché serait par nature et toujours la façon la plus efficace de s'organiser. Eh bien non, pas toujours. On a souvent tendance à réduire le problème à une seule question: est-ce que ça coûte moins cher de faire ou d'acheter? Mais ce que la théorie nous montre, c'est que c'est poser la mauvaise question. La vraie question, la question la plus stratégique, elle est plus profonde. C'est, en prenant en compte tous les coûts, y compris les coûts cachés, les risques, l'incertitude, quelle est la manière la plus intelligente de s'organiser pour faire quelque chose? Est-ce que c'est l'entreprise, le marché, ou peut-être un hybride entre les deux? Et voilà peut-être la conclusion la plus forte de toutes. Grâce à cette théorie, le marché perd son statut d'évidence, de solution par défaut. Il devient ce qu'il aurait toujours dû être, une option parmi d'autres, un choix, un vrai choix stratégique.